Ma fille m'a convaincu de signer une procuration juste pour les urgences, pendant que je me remettais d'une chirurgie cardiaque. 6 mois plus tard, j'ai découvert qu'elle l'avait utilisée pour transférer ma maison de 2 millions d'euros à son petit ami toxicomane. La trahison a commencé dans une chambre d'hôpital où je me remettais d'un triple pontage. J'étais faible, effrayé et reconnaissant quand ma fille Lisa est apparue avec ce qu'elle appelait des papiers importants qui nécessitaient ma signature. « Papa, je sais que ce n'est pas le meilleur moment, mais nous devons mettre tes affaires en ordre, » dit-elle en sortant un dossier épais de documents légaux, juste au cas où quelque chose arriverait pendant la récupération. J'avais 68 ans, tout juste sorti de 6 heures de chirurgie cardiaque, et j'arrivais à peine à me concentrer sur la télécommande de la télévision, encore moins sur des documents légaux. Mais Lisa semblait si préoccupée, si responsable pour une fois dans sa vie chaotique. « Quel genre d'affaires ?» demandai-je, en essayant de me redresser dans le lit d'hôpital. « Principalement une procuration, pour que je puisse gérer tes factures, traiter avec l'assurance, gérer la maison pendant que tu récupères. C'est temporaire, papa, juste jusqu'à ce que tu sois remis sur pied. » Cela semblait raisonnable. Lisa avait toujours été l'enfant à problème, abandonnant l'université, de mauvaises relations, 2 mariages ratés et une série d'emplois qui ne duraient jamais plus de 6 mois. Mais la voilà, agissant enfin comme une adulte, essayant d'aider son vieux père dans son moment de besoin. « J'ai amené un notaire, » dit-elle, en désignant une femme dans le couloir. « Nous pouvons régler cela maintenant pour que tu n'aies à te soucier de rien d'autre que de guérir. » Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme. Qui amène un notaire dans une chambre d'hôpital moins de 24 heures après une chirurgie majeure ? Mais les médicaments contre la douleur rendaient tout distant et irréel. Tout ce que je voulais, c'était ne pas avoir à penser aux factures ou au paiement de la maison ou aux réclamations d'assurance. « Que pourriez-tu faire exactement ?» demandai-je. « Juste les bases. Payer les factures, gérer les réparations, traiter avec les entrepreneurs si quelque chose doit être réparé. Tu sais, comme cette vieille maison a toujours quelque chose à besoin. » Le sourire de Lisa était chaleureux et rassurant. « Et s'il y a des décisions financières, je discuterai de tout avec toi d'abord. » Ma maison. La maison victorienne de 3 chambres que j'avais achetée en 1987 pour 180 000 euros et que j'avais vu s'apprécier à près de 2 millions d'euros alors que le quartier se gentrifiait autour de moi. 40 ans de paiement hypothécaire, de rénovation et d'entretien soigneux. C'était ma sécurité retraite, mon héritage, la fondation de tout pour quoi j'avais travaillé. « Je ne ferai rien de majeur sans demander, » m'assura Lisa. « C'est juste pour que je puisse faire fonctionner les choses en douceur. » Le notaire entra, avec son sceau officiel et ses papiers. Une femme d'aspect professionnel dans la cinquantaine, qui semblait assez légitime. Elle vérifia mon identité, confirma que je signais volontairement et me fit apposer ma signature sur plusieurs documents. « Procuration pour les décisions financières », expliqua-t-elle pendant que je signais. « Directive de soins santé. Autorisation de contact d'urgence. » J'étais trop drogué et fatigué pour lire les petits caractères. Je faisais confiance à ma fille. Malgré toutes ses erreurs passées, elle était de famille, du sang. Le seul enfant qui me restait après que mon fils soit mort dans un accident de voiture 3 ans plus tôt. « Merci, papa, » dit Lisa, en rassemblant rapidement les papiers. « Cela va rendre tout tellement plus facile. Tu te concentres juste sur ta guérison. » Elle m'embrassa le front et partit avec son dossier de documents. Je me suis endormi en pensant que j'avais fait le choix responsable, me protégeant et facilitant les choses pendant la récupération. Je suis sorti de l'hôpital 1 semaine plus tard, encore faible, mais stable. Lisa va me chercher et me ramener à la maison au bavardant, à quel point elle avait bien géré tout. J'ai payé toutes tes factures, organisé le service de pelouse, même fait réparer ce robinet qui fuyait dans la salle de bain d'invités. Tu vois, je t'avais dit que cela marcherait parfaitement. Le premier mois, tout semblait normal. Lisa venait 2 fois par semaine pour prendre de mes nouvelles, apporter des courses, aidait avec les courses que je n'étais pas encore assez fort pour gérer. Il me montrait les reçus des factures qu'elle avait payées, les devis pour les réparations mineures, la gestion ménagère normale. J'étais gratifié. Pour la première fois des années, Lisa semblait avoir sa vie ensemble. Elle avait rompu avec son dernier petit ami raté, un type nommé Marcus,
qui était entrée et sortie de désintoxication pour addiction à la cocaïne. Elle avait un nouveau travail dans un bureau immobilier. Elle agissait de manière responsable et mature. Peut-être qu'avoir failli perdre son père avait été l'appel du réveil dont elle avait besoin. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est venu 6 semaines après la chirurgie. Je me sentais plus fort, commençais à faire des promenades dans le quartier, commençais à penser à reprendre les activités normales. C'est alors que Madame Rousseau, d'à côté, m'arrêta sur le trottoir. « Georges, j'espère que cela ne te dérange pas de te demander, mais prévois-tu de vendre la maison ?» La question me surprit. « Vendre la maison ? Non. Pourquoi tu penses cela ?»« Eh bien, il y a eu beaucoup d'activités ces derniers temps. Des gens venant prendre des mesures, un homme avec un bloc-notes posant des questions sur le quartier, quelqu'un prenant des photos de l'extérieur. » Ma tension artérielle monta. Quel genre de personnes ? Ils ressemblaient à des agents immobiliers ou peut-être des évaluateurs. Je pensais que tu faisais évaluer pour un refinancement ou quelque chose. Je n'avais autorisé aucune évaluation. Je n'avais même pas pensé au refinancement. J'étais à la retraite, vivant de la sécurité sociale et de ma pension, sans nécessité de prêts supplémentaires. « Quand cela s'est-il passé ?» demandai-je. « De temps en temps pendant les 2 dernières semaines, toujours pendant la journée quand tu fais habituellement la sieste ou tu as tes rendez-vous chez le médecin. » Je remerciai Madame Rousseau et retournai à ma maison avec un sentiment d'inquiétude croissant. Pourquoi des gens de l'immobilier évalueraient-ils ma propriété sans ma connaissance ? Lisa avait une procuration pour les urgences, mais sûrement faire évaluer la maison n'était pas quelque chose qu'elle ferait sans demander. Ce soir-là, je l'appelai. « Lisa, as-tu fait venir quelqu'un regarder la maison ? Madame Rousseau a mentionné avoir vu des agents immobiliers. » Une pause qui dura un battement trop long. « Oh, ça. Oui, j'ai fait venir quelqu'un nous donner une estimation de ce qu'elle pourrait valoir, pour des raisons d'assurance. Tu sais, s'assurer que tu aies une couverture adéquate après toutes les améliorations au fil des années. » Cela semblait plausible. La maison avait considérablement pris de la valeur. Peut-être étions-nous sous-assurés. « Tu aurais dû me le dire, » dis-je. « Je ne voulais pas t'inquiéter pendant que tu récupères encore. C'est juste de la paperasserie, papa, rien d'important. » Mais cela me semblait important. Cela me semblait comme si quelque chose se passait avec ma maison sans ma connaissance ou mon consentement. Une semaine plus tard, je reçus une lettre du bureau du cadastre qui fit trembler mes mains en la lisant. C'était un avis que l'acte de propriété avait été mis à jour pour refléter un changement de propriété. Selon la lettre, je n'étais plus le seul propriétaire de ma maison. La propriété appartenait maintenant à quelqu'un nommé Marcus Thompson. Marcus, l'ex-petit ami toxicomane de Lisa. Je lus la lettre 3 fois, chaque lecture ayant moins de sens que la précédente. Comment Marcus Thompson pouvait-il posséder ma maison ? Je ne l'avais jamais vendue. Je n'avais même jamais rencontré l'homme, sauf lors de quelques rencontres inconfortables, quand il venait chercher Lisa pour des rendez-vous. Mon premier appel fut au bureau du cadastre. « Monsieur Carr, selon nos dossiers, la propriété a été transférée via un acte de renonciation le 15 octobre. Le transfert a été géré par un arrangement de procuration. » 15 octobre. Il y a 3 semaines. Pendant que je récupérais encore de la chirurgie, pensant que Lisa ne faisait que payer mes factures et gérer les réparations mineures. « Je n'ai jamais autorisé de transfert de propriété, » dis-je, ma voix montant. « Monsieur, la documentation de procuration semblait être en ordre. Le transfert a été notarié et correctement déposé. Mais je ne savais rien de cela. » « Je suis désolé, monsieur, mais une fois qu'une procuration est en vigueur, l'agent peut prendre des décisions financières au nom du mandant. Vous devriez parler avec un avocat des termes spécifiques de votre accord de procuration. » Je raccrochai et appelai immédiatement Lisa. Cela alla directement à la messagerie vocale. J'appelai encore. Messagerie vocale. Encore. Messagerie vocale. Finalement, elle rappela 3 heures plus tard. « Salut papa. Désolé d'avoir raté tes appels, j'étais au travail. » « Lisa, j'ai reçu une lettre du cadastre. Elle dit que Marcus Thompson possède ma maison. Qu'est-ce qui se passe ici ?» Une pause, plus longue cette fois. « Papa, nous devons parler. Puis-je venir ?»« Tu es sûr que nous devons parler. Viens ici maintenant. » Elle arriva 1 heure plus tard, pas seule. Marcus était avec elle. Le même Marcus dont elle était supposée être séparée il y a des mois. Il était maigre, nerveux, avec l'apparence creuse de quelqu'un qui avait passé trop de temps avec des substances chimiques. «
Papa, avant que tu t'énerves, laisse-moi expliquer. Expliquer pourquoi ma maison est au nom de cet homme. Je me tenais dans mon propre salon, mais d'une façon ou d'une autre, je me sentais comme l'intrus. C'est compliqué. Marcus m'a aidé avec les trucs financiers et il a de l'expérience avec les transactions immobilières. De l'expérience. Il est un toxicomane. Il est en récupération, papa. Il est clean depuis 4 mois. 4 mois? Et cela le qualifie pour voler ma maison? Marcus parla pour la première fois. Monsieur Carr, ne vous énervez pas. Personne n'a rien volé. C'était un mouvement financier stratégique pour protéger vos actifs. Protéger mes actifs en vous les donnant? Lisa intervint. Papa, tu ne comprends pas les implications fiscales de ta situation. Si quelque chose t'était arrivé, les droits de succession auraient été énormes. Nous avons fait cela pour protéger ta richesse. Protéger ma richesse? Vous avez donné ma maison. Nous avons restructuré la propriété pour minimiser l'obligation fiscale, dit Marcus du ton lisse de quelqu'un qui avait appris à mentir de manière convaincante. C'est encore ta maison, monsieur Carr. Nous la détenons juste en fiducie. Fiducie? Montrez-moi les documents de fiducie. Lisa et Marcus échangèrent des regards. Eh bien, ce n'est pas exactement une fiducie formelle, dit Lisa. C'est plus un arrangement informel. Un arrangement informel où Marcus possède ma maison et je ne possède rien? Papa, tu exagères. Cela a été fait pour ton bénéfice. Mon bénéfice? Comment perdre ma maison est-il pour mon bénéfice? Marcus sortit son téléphone. Monsieur Carr, peut-être que cela t'aidera à comprendre. J'ai documenté les améliorations que nous faisons pour augmenter la valeur de la propriété. Il me montra des photos sur son téléphone. Des photos de ma maison, mes meubles, mes affaires. Mais dans les images, les meubles étaient réarrangés. Il y avait de nouvelles décorations que je ne reconnaissais pas. Des objets personnels qui n'étaient pas les miens. Qu'est-ce que c'est que ces photos? Nous avons mis en scène la maison pour maximiser son attrait. Quand nous serons prêts à vendre, nous voulons obtenir le meilleur prix possible. Quand nous serons prêts à vendre? C'est ma maison! Techniquement, c'est ma maison maintenant, mais ne t'inquiète pas, nous nous assurons que tu sois pris en charge. La pièce commençait à tourner. Je m'assis lourdement dans mon fauteuil inclinable, luttant pour processer ce que j'entendais. Ma fille avait volé ma maison. Elle avait utilisé la procuration que j'avais signée alors que j'étais drogué et vulnérable pour transférer mon bien le plus précieux à son petit ami toxicomane. « Je veux que vous sortiez les deux de ma maison, » dis-je tranquillement. « Papa, tu ne penses pas clairement. La chirurgie, les médicaments, le stress, cela affecte ton jugement. Mon jugement va bien. Sortez. Nous ne pouvons pas faire cela. C'est ma maison maintenant. » « Votre maison ? » Selon l'acte, oui, mais comme je l'ai dit, nous allons prendre soin de toi. Comme c'est généreux. Vous volez ma maison et offrez ensuite de prendre soin de moi dedans. La façade de préoccupation de Lisa se fissurait. Papa, nous avons fait cela pour ton propre bien. Tu vieillis, tu as eu une chirurgie majeure, tu ne peux pas gérer une maison de cette taille. Dis qui? Dis le bon sens. Et si tu tombes dans les escaliers? Et si tu as eu l'autre crise cardiaque et personne ne te trouve pendant des jours? Les mêmes arguments que chaque enfant cupide fait quand il décide que leur parent est devenu gênant. Je gérais cette maison très bien avant ma chirurgie. Tu avais à peine le rythme avec l'entretien. Le toit nécessite du travail, le chauffage est ancien, la plomberie est dépassée. C'est trop pour quelqu'un de ton âge. Alors pourquoi vous le voulez si désespérément? Marcus répondit. Parce qu'avec les améliorations appropriées, cette maison pourrait valoir 2,5 millions d'euros, peut-être 3 millions. Elle se trouve sur un immobilier de premier plan qui est gaspillé. Gaspillé sur l'homme qui la possède? Gaspillé sur quelqu'un qui ne peut pas se permettre de maximiser son potentiel. Je me levai lentement, ma poitrine serrée de plus que la récupération chirurgicale. Sortez de ma maison. Georges, je pense que vous devez comprendre la situation. C'est ma maison maintenant. Légalement, officiellement, irrévocablement. Vous pouvez rester ici comme mon invite, mais vous ne pouvez pas m'ordonner de quitter ma propre propriété. Votre invite. C'est exact. Et les invites qui deviennent hostiles pourraient trouver leur accueil qui s'use. La menace était claire. Ils avaient volé ma maison et maintenant ils menaçaient de m'expulser si je ne composais pas avec ma propre exploitation. Lisa, comment as-tu pu me faire cela? Pour un moment, son masque tomba complètement.
Parce que j'en ai marre d'être fauché pendant que tu es assis sur des millions d'euros d'immobilier. Parce que Marcus et moi avons des plans qui nécessitent du capital. Parce que tu vas mourir un jour de toute façon et j'en ai marre d'attendre mon héritage. Voilà, c'était la vérité. Il n'avait pas volé ma maison pour me protéger ou économiser les taxes. Il l'avait volée parce qu'il la voulait maintenant au lieu d'attendre que je meure naturellement. Je t'ai élevé mieux que cela. Tu m'as élevé à être pratique, riposta Lisa, à saisir les opportunités quand elles se présentent. Eh bien, ta chirurgie a présenté une opportunité. Une opportunité de voler ton propre père. Une opportunité de sécuriser notre avenir. Marcus se dirigeait déjà vers la cuisine, comme s'il possédait l'endroit, ce qu'il faisait, selon les dossiers du cadastre. « Je vais combattre cela, dis-je. »« Avec quel argent ?» demanda Lisa. « La procuration me donne aussi le contrôle de tes comptes bancaires. Et Marcus est insaisissable. Il ne possède rien, sauf cette maison, qui ne peut pas être saisie pour les frais d'avocat. » Ils avaient pensé à tout. Voler ma maison, verrouiller mon argent et structurer le vol pour rendre les défis légaux presque impossibles. « Tu dois trouver un autre endroit où vivre, » dit Marcus avec désinvolture, ouvrant mon réfrigérateur et se servant une bière. « Nous planifions quelques rénovations qui rendront la maison inhabitable pendant un moment. »« C'est ma maison. »« C'est ma maison, » corrisa-t-il, « et je vais faire quelques changements. » Je regardais ma fille, cette étrangère portant le visage de Lisa, et réalisais que j'avais perdu plus qu'une maison. J'avais perdu l'enfant que j'avais élevé, la famille que je pensais avoir, l'héritage que j'avais prévu de laisser derrière. Mais je n'avais pas tout perdu. J'avais encore mon esprit, ma détermination et 40 ans d'expérience dans le traitement avec des gens qui me sous-estimaient. Ils pensaient qu'ils avaient commis le crime parfait. Ils pensaient que le vieil homme accepterait son sort et se traînerait tranquillement dans une résidence assistée pendant qu'ils profiteraient des fruits de leur vol. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils avaient tort. « Bien, » dis-je, en forçant ma voix à rester calme. « Je vais faire mes bagages. » Lisa et Vélure surprise. « Papa, tu n'as pas à partir immédiatement. Nous pouvons établir un sort d'arrangement. » « Non. Vous avez fait votre choix. Maintenant, je vais faire le mien. » Je montai dans ma chambre et commençai à rassembler des objets essentiels. Pas tout, cela viendrait plus tard. Juste assez pour quelques jours pendant que je découvrais mon prochain mouvement. Pendant que je faisais mes bagages, je pouvais les entendre en bas discutant déjà des plans de rénovation, parlant de ma maison comme si c'était un investissement immobilier personnel. Nous devrions commencer par la chambre principale. Plancher dur partout, peut-être abattre ce mur vers la salle de bain, créer une suite de luxe. La cuisine doit être complètement vidangée. Concept ouvert, comptoir en granit, appareil en essieu insidieux inoxydable, cela seul ajoutera 200 000 € à la valeur. Ils planifiaient de rénover ma maison avec de l'argent qu'ils avaient volé à d'autres victimes. L'audace était à couper le souffle. J'ai fini de faire mes bagages et descendis avec une seule valise. Ils levèrent les yeux des magazines immobiliers qu'ils avaient étalés sur ma table de salle à manger. « Tu vas aller où ?» demanda Lisa, et pendant un bref moment, j'entendis quelque chose qui aurait pu être une préoccupation genuine. « Je vais le découvrir. »« Papa, il y a de jolies résidences assistées dans la région. Je pourrais t'aider à trouver quelque chose de convenable. »« Convenable pour qui ? Pour toi, pour que tu n'aies pas à te sentir coupable de ce que tu as fait ?» Marcus se leva. « Georges, vous devez accepter la réalité. Cette maison est trop pour vous. Nous vous rendons en fait un service. »« Un service ? Regardez autour. Quand est-ce que vous avez peint ces murs pour la dernière fois ? Quand est-ce que vous avez mis à jour l'installation électrique, la plomberie ? Cet endroit est un cauchemar d'entretien coûteux. Alors pourquoi la voulez-vous si désespérément ?» Marcus sourit froidement. « Parce que nous pouvons nous permettre de la réparer proprement. Vous ne pouvez pas. » C'est alors que je réalisais que ce n'était pas juste de la grive, c'était de l'humiliation. Il voulait que je me sente inadéquate, incapable, comme si je ne méritais pas de posséder quelque chose d'aussi précieux. « Je vais revenir pour mes affaires, » dis-je. « Quand ?» demanda Lisa vitement. « Quand je serai prêt. »« Eh bien, tu ne peux pas juste apparaître quand tu veux maintenant. C'est la maison de Marcus maintenant. Tu devras appeler d'abord, organiser un moment. »« Pour récupérer mes propres affaires ? Pour récupérer les affaires que tu gardes, corrigea Marcus. Certains de ces meubles ne rentreront pas dans un appartement de résidence assistée. Nous pourrions avoir besoin de vendre des pièces. Mes meubles.
Des antiquités que ma femme avait collectionnées pendant des décennies, des héritages familiaux transmis à travers les générations. Il prévoyait de tout vendre. Vous ne pouvez pas vendre mes meubles. En fait, je peux, dit Marcus. La maison est venue meublée. Cela fait du contenu une partie du transfert de propriété. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le droit de propriété. C'est comme ça que fonctionne ce transfert de propriété. Lisa a géré les papiers très soigneusement. Je regardais ma fille. Lisa, ce service de salle à manger appartenait à ta grand-mère. Ces armoires vitrées sont dans notre famille depuis 70 ans. Et maintenant, elles sont dans la famille de Marcus, dit-elle tranquillement. La cruauté désinvolte de cela me coupa le souffle. Il ne volait pas juste ma maison, il volait mon histoire, mes souvenirs, ma connexion à la famille que j'avais perdue. « Les photos de famille restent avec moi », dis-je. « Bien sûr », dit Lisa rapidement. « Objets personnels, photographies, vêtements, bijoux, tout cela est à toi. Mais les meubles, les œuvres d'art, les collections. » Marcus haussa les épaules. « Ceux restent avec la maison. » J'allai à la cheminée et pris une photo encadrée de ma femme. Sur elle, elle se tenait dans notre jardin, souriait à la caméra, entourée par les roses qu'elle a passé des années à cultiver. « Qu'en est-il de jardin ?» demandai-je. « Qu'en est-il » ? Ma femme a passé 20 ans à développer ce jardin. Ces roses, les arbres fruitiers, les lits d'herbe, elle a greffé certaines de ces variétés elle-même. « Ce ne sont que des plantes, papa, » dit Lisa. « Ce ne sont pas que des plantes, c'est son héritage. » « Eh bien, l'héritage vient avec la maison maintenant, » dit Marcus. « Ne t'inquiète pas, nous en prendrons bien soin. » J'en doutais. Marcus ne ressemblait pas à quelqu'un qui apprécierait le travail délicat de la cultivation, la patience requise pour nourrir quelque chose debout pendant des décennies. « Je vais prendre quelques cutures, des roses. »« Vous ne pouvez pas endommager l'aménagement paysager, » dit Marcus rapidement. « Quelques cutures n'endommageront rien. Ça s'appelle la propagation. C'est comme ça qu'on fait pousser de nouvelles plantes. Je ne veux pas que vous bricoliez dans la cour. Ces roses valent plus de ce que vous ne comprendrez jamais. Alors, peut-être que je devrais les faire évaluer, dit Marcus avec un sourire narquois. Je le fixai. Cet étranger qui possédait maintenant tout ce pour quoi j'avais travaillé, tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais aimé. Il n'avait aucune appréciation pour la beauté, pour l'histoire, pour le travail soigneux de créer quelque chose de durable. Il ne voyait que des signes de dollars. « Je reviendrai demain pour quelques affaires, » dis-je. « Appelez avant, je ne serai pas là, et je ne veux pas que vous vous baladiez sur la propriété non surveillée. » Sans surveillance, dans ma propre maison, ou ce qui était ma maison. Je sortis par la porte d'entrée et restai assis dans ma voiture pendant un long moment, regardant en arrière la maison où j'avais prévu de passer mes années restantes. La maison où ma femme était morte paisiblement dans notre lit, entourée d'amour. La maison qui appartenait désormais à des gens qui ne la voyaient que comme un investissement immobilier. Mon téléphone bourdonna. Un texto d'un numéro inconnu. « Camion de déménagement arrive lundi, 8 heures. Soyez prêts. M. » Ils ne perdaient pas de temps. D'ici lundi, ils emménageraient leurs affaires dans ma maison, effaçant toute trace que Rilly ait jamais vécue. Mais en m'éloignant, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Non seulement de la colère ou du chagrin, mais de la détermination. Ils pensaient qu'ils avaient gagné. Ils pensaient que le vieil homme se traînerait tranquillement dans une résidence assistée pendant qu'ils profiteraient de leur propriété volée en paix. Ils avaient tort. J'avais des ressources dont ils ne savaient rien. J'avais des connexions de 40 ans en business. J'avais des amis dans les cercles légaux et financiers qui seraient très intéressés d'apprendre l'acquisition immobilière soudaine de Marcus Thompson. Plus important, j'avais quelque chose qu'ils n'avaient jamais possédé. L'intégrité. Et l'intégrité, correctement appliquée, était l'arme la plus puissante de toutes. Mon premier arrêt fut la banque. Je devais comprendre exactement à quoi Lisa avait accès avec la procuration. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. Monsieur Carr, selon nos documents, Lisa Carr a une autorité financière complète sur tous vos comptes. Elle a fait des retraits réguliers pendant les 2 mois précédents. Combien ? Approximativement 47 000 € jusqu'à présent ? 47 000 €. Mon fonds d'urgence, mes économies pour les réparations de maison, mon coussin de sécurité. Disparu. Pourquoi étaient les retraits ? Les notations disent
dépenses ménagères et coûts médicaux. Je n'ai eu aucun coût médical sauf mes prescriptions régulières. Je suis désolé, monsieur Carr, mais avec une procuration valide, nous sommes tenus d'honorer ces transactions, même si elles sont frauduleuses. Vous devriez prouver la fraude, monsieur. Cela nécessiterait une action légale. Action légale, qui nécessiterait de l'argent auquel je ne pouvais pas accéder parce que Lisa contrôlait mes comptes. C'était un piège parfait. Mais je n'étais pas fauché. Pas encore. J'avais un compte dont elle ne savait rien. Un petit compte d'investissement que j'avais ouvert il y a des années et oublié jusqu'à maintenant. Seulement environ 15 000 €, mais assez pour engager un avocat et commencer à contre-attaquer. Mon deuxième arrêt fut le tribunal. Je devais voir exactement quels documents Lisa avait déposés, quels mensonges elle avait dit pour transférer ma propriété. Les dossiers étaient publics et ce que je trouvais fit bouillir mon sang. Le transfert de propriété incluait un affidavit sous serment de Lisa déclarant que j'étais mentalement incapacité en raison du déclin connectif lié à l'âge et incapable de gérer mes affaires financières. Déclin connectif lié à l'âge. Elle avait juré sous serment que j'avais la démence. Mais ce n'était pas la pire partie. La pire partie était un deuxième affidavit de quelqu'un prétendant être mon médecin, déclarant que je nécessitais une supervision à temps plein et était incompétent pour prendre des décisions financières. Je n'avais jamais vu ce nom de médecin auparavant. Docteur Amanda Dubois. Une recherche Internet rapide révéla que Docteur Dubois avait perdu sa licence médicale il y a 3 ans pour fraude à l'assurance. Ils avaient utilisé un faux médecin pour soutenir leur affirmation que j'étais mentalement incompétent. Ce n'était pas juste du vol. C'était un schéma de fraude sophistiqué impliquant des documents médicaux forgés et des affidavits parjurés. Mais ils avaient fait une cruciale. Ils avaient supposé que signer une procuration signifiait que j'étais impuissant. Ils avaient supposé qu'avoir 68 ans et récupérer d'une chirurgie signifiait que j'étais vulnérable. Ils étaient sur le point de découvrir que je n'étais ni impuissant ni vulnérable. J'étais en colère. Et un vieil homme en colère sans rien à perdre est un ennemi dangereux à avoir en tête. 3 semaines après que Lisa et Marcus m'eurent jeté hors de ma propre maison, ils reçurent le choc de leur vie quand des agents fédéraux apparurent à leur porte. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais construit un dossier qui les détruirait tous les deux. Je n'allais pas à un hôtel ou une résidence assistée comme ils l'attendaient. Au lieu de cela, je me rendis directement au bureau de Patricia Hernandez, la meilleure avocate en droit successoral de la ville. Je connaissais Patricia depuis 15 ans. Elle avait géré la succession de ma femme quand elle était morte, et elle avait vu tous les types de trahisons familiales imaginables. « Georges, qu'est-ce qui vous amène ici ?» demanda-t-elle, puis elle regarda mon visage. « Asseyez-vous, racontez-moi tout. » Je lui exposai toute l'histoire, les papiers d'hôpital, la procuration, le transfert de maison, Marcus Thompson, les menaces, les faux documents médicaux. Patricia écouta sans interruption, prenant des notes, son expression s'assombrissant à chaque détail. « Georges, ce n'est pas juste du vol, c'est de la maltraitance de personnes âgées, de la fraude et possiblement du crime organisé. » Crime organisé ? Utiliser un toxicomane comme homme de paille pour le vol de propriété est un schéma de blanchiment d'argent commun. Et ce faux affidavit médical, c'est de la fraude fédérale. Je vais passer quelques appels. Le premier appel fut à l'inspecteur Rodriguez de l'unité de maltraitance des personnes âgées. Le deuxième fut à l'agent Sarah Kim de la division des crimes financiers de la police judiciaire. Le troisième appel de Patricia m'eut surpris. « J'appelle France 2 Info », dit-elle. « Ils ont une unité d'investigation qui se spécialise dans les cas de maltraitance des personnes âgées. Cette histoire est exactement ce qu'ils recherchent. » « Je ne veux pas être à la télévision. Georges, ces gens comptent sur vous pour être trop honteux ou trop effrayés pour riposter publiquement. L'attention médiatique mettra la pression sur les autorités pour agir plus vite et pourrait faire sortir d'autres victimes. » Elle avait raison. En 2 heures, j'étais assis face à un journaliste d'investigation racontant mon histoire à une équipe de caméras dans la salle de conférence de Patricia. « Monsieur Carr, comment vous êtes-vous senti quand vous avez découvert que votre maison avait été volée ?» demanda le journaliste. « Trahi, violé, comme si j'avais perdu tout ce qui comptait pour moi. Et votre fille était celle qui avait orchestré ce vol ? Ma fille était celle qui avait gagné ma confiance, puis l'avait exploitée quand j'étais à mon plus vulnérable. » L'histoire passa 3 jours plus tard. L'impact fut immédiat et dévastateur pour Lisa et Marcus.
En quelques heures de la diffusion, le téléphone de Patricia sonnait avec des appels d'autres victimes. 7 personnes âgées de plus avaient été ciblées par le même schéma. Mais plus important, l'histoire attira l'attention des autorités fédérales qui enquêtaient dans des modèles de fraude similaires dans plusieurs départements. Mon cas n'était pas isolé. Lisa et Marcus faisaient partie d'un réseau plus large qui opérait depuis au moins 3 ans. Mais pendant que l'enquête se construisait, j'avais un problème plus immédiat. Lisa avait commencé à liquider mes actifs plus vite que prévu. Elle avait vidé mon compte d'épargne, encaissé mes obligations de retraite, et apparemment faisait du shopping avec ma maison auprès d'investisseurs immobiliers. Patricia déposa une injonction d'urgence. Mais les dégâts s'accéléraient. Chaque jour que j'attendais était un autre jour pour eux de cacher des preuves et transférer de l'argent à l'étranger. C'est alors que je reçus un appel inattendu d'Emma Rodriguez. « Monsieur Carr, je vous ai vu aux nouvelles. Je pense que votre fille et son petit ami ont aussi volé ma maison. » « Emma, où vivez-vous maintenant ?»« Dans un studio près de la gare routière. J'ai tout perdu. » Emma avait été la meilleure amie de ma femme. Elle s'était rencontrée dans un club de lecture il y a 30 ans et était restée inséparable jusqu'à la mort de ma femme. Si Lisa avait ciblé Emma spécifiquement, connaissant leur relation, c'était personnel autant que criminel. « Emma, je veux que vous rencontriez mon avocate. Votre témoignage pourrait être crucial. »« J'ai honte, George. J'aurais dû mieux savoir. Vous avez fait confiance à quelqu'un qui était supposé vous aider. Il n'y a aucune honte à cela. » Quand Emma rencontra Patricia, l'ampleur de la fraude devint encore plus claire. Lisa n'avait pas juste volé la maison d'Emma, elle avait convaincu Emma de signer des papiers faisant de Lisa la bénéficiaire de sa police d'assurance vie. Elle a dit que c'était pour des raisons fiscales. Quelque chose sur éviter les coûts d'homologation pour ma famille. « Emma, vous avez de la famille ?»« Non, mon mari est mort il y a 5 ans et nous n'avons jamais eu d'enfant. » C'est pourquoi Lisa a dit que l'arrangement d'assurance avait du sens. Lisa avait ciblé une veuve sans famille. Personne pour remarquer ou investiguer quand elle disparaîtrait. C'était prédateur au plus haut degré. « Patricia, combien d'autres victimes allons-nous trouver ? » Basé sur les motifs qui s'émergent, probablement des dizaines. Cela se passe depuis des années. Ce soir-là, je reçus un autre visiteur surpris. L'inspecteur Rodriguez frappait à la porte de ma chambre d'hôtel avec des nouvelles qui changeaient tout. « Monsieur Carr, nous avons arrêté Marcus Thompson cet après-midi. » « Sur quelle charge ?»« Initialement, juste possession de drogue. Nous avons trouvé de la cocaïne dans sa voiture lors d'un contrôle de route. Mais en le traitant, nous avons découvert quelque chose d'intéressant. Marcus Thompson n'est pas son vrai nom. Son vrai nom est Martin Torres. Il est recherché à Lyon pour fraude immobilière. Il a sauté sa caution sur un schéma d'1 million d'euros visant des retraités âgés à Marseille. Donc il a fait cela avant ? Plusieurs fois, dans plusieurs départements. Votre fille ne s'est pas juste associée avec un toxicomane. Elle s'est associée avec un criminel de carrière qui se spécialise dans la maltraitance des personnes âgées. Cette information transforma le cas de fraude locale en crime interdépartemental et la police judiciaire prit en charge l'enquête. Et soudain, Lisa et Marcus faisaient face à des charges fédérales avec du temps de prison sérieux. Mais je n'avais toujours pas récupéré ma maison. Marcus pouvait être en prison, mais il était toujours le propriétaire légal de ma propriété. Récupérer la maison nécessiterait de prouver que le transfert était frauduleux, ce qui pourrait prendre des mois. C'est alors que Patricia suggéra quelque chose d'inattendu. « George, et si nous n'attendions pas les tribunaux, et si nous prenions une action directe ?»« Quel genre d'action directe ?» La procuration que Lisa a utilisée était frauduleuse. L'opinion médicale du docteur Dubois était fabriquée. Cela signifie que chaque transaction basée sur cette procuration est légalement nulle. Alors vous êtes toujours le propriétaire légitime de cette maison. Marcus n'est qu'un squatter. Mais il a l'acte. Un acte obtenu par fraude ne vaut pas le papier sur lequel il est écrit. Le plan de Patricia était audacieux et légalement risqué. Nous traiterions le transfert de maison comme nul dès le début, ce qui signifiait que j'avais tout droit de récupérer ma propriété immédiatement. Qu'en est-il de Marcus ? Marcus est en détention fédérale, la maison est vide. Et Lisa ? Lisa a été très silencieuse depuis l'arrestation de Marcus. Je pense qu'elle réalise dans combien de problèmes elle est.
Le matin suivant, je me rendis à ma maison avec un serrurier, Patricia, et l'inspecteur Rodriguez. Nous changeâmes les serrures et affichâmes des avis légaux déclarant le transfert frauduleux nul. Il était étrange de rentrer dans ma propre maison après 2 semaines d'exil. Tout était différent. Marcus et Lisa avaient emménagé leurs meubles, tout réarrangé, traité ma maison comme leur terrain de jeu personnel. Mais c'était toujours ma maison. Les os, l'âme, la mémoire de 40 ans de vie vécue dans ces murs. Georges, vous devriez savoir que Lisa a appelé mon bureau tout le matin, dit Patricia en marchant dans les pièces. Elle veut négocier. Négocier quoi? Elle offre de vous restituer la maison en échange d'abandonner les charges criminelles. Elle ne peut pas négocier les charges fédérales. Non, mais elle ne comprend pas cela encore. Elle pense que c'est encore une affaire civile entre membres de famille. Cet après-midi, Lisa apparut à la maison. Elle avait l'air fatiguée, désespérée, comme quelqu'un qui comprenait finalement les conséquences de ses actions. « Papa, nous devons parler. »« De quoi ?»« De réparer ce gâchis. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. »« Tu voulais voler ma maison. À quel point pensais-tu que cela irait ?»« Je pensais que tu t'adapterais à la vie assistée. Je pensais que tu serais plus heureux sans la responsabilité de maintenir cette grande maison. Tu pensais que je serais reconnaissant d'être volé? En commettant de la fraude? En utilisant un faux rapport médical? En t'associant avec un criminel de carrière? Le visage de Lisa s'effondra. Je ne savais rien du passé de Marcus. Je pensais qu'il était juste... Je pensais qu'il m'aidait juste. T'aider à voler ton propre père? Papa, je suis désolé. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais nous pouvons réparer cela. Je signerai tout pour te le rendre. Nous pouvons prétendre que cela ne s'est jamais passé. Lisa, Marcus est en détention fédérale. La police judiciaire enquête. Tu ne peux pas faire disparaître les crimes fédéraux. Que veux-tu dire par crimes fédéraux? Fraude électronique, blanchiment d'argent, maltraitance des personnes âgées, conspiration, et ce n'est que pour commencer. Pour la première fois, Lisa semblait saisir la réalité de sa situation. Ce n'allait pas être résolu avec des excuses et de la paperasse. Elle faisait face à du temps de prison sérieux. « Papa, s'il te plaît, je sais que je t'ai blessé, mais je suis encore ta fille. Ne les laisse pas détruire ma vie à cause de cela. » Tu as détruit ta propre vie. J'essaie juste de reconstruire la mienne. C'est alors qu'elle s'effondra complètement. Des années de mauvaises décisions, de relations ratées et de mauvais choix avaient mené à ce moment. Elle avait trahi la seule personne qui avait toujours été là pour elle, et maintenant elle faisait face aux conséquences. « J'ai besoin d'aide, papa. J'ai besoin de désintox, de thérapie, d'une chance de remettre ma vie sur les rails. Mais je ne peux pas faire cela depuis prison. » Tu aurais dû y penser avant de falsifier des documents médicaux et de commettre de la fraude. « Je n'ai jamais falsifié rien. » Le rapport du docteur Amanda Dubois dit le contraire. Le même docteur Dubois qui a perdu sa licence médicale il y a 3 ans pour fraude à l'assurance. Lisa devint blanche. « Je ne savais rien de cela. Tu ne savais pas que tu utilisais un faux médecin pour soutenir ta prétention que j'étais mentalement incompétent ?» Marcus s'occupait de cette partie. Il a dit qu'il connaissait quelqu'un qui pourrait aider avec la papasserie. « Et tu n'as pas pensé à vérifier que ce médecin était légitime ? » Je faisais confiance à Marcus. Tu faisais confiance à un criminel de carrière pour t'aider à voler ton père? La conversation continua pendant une autre heure, mais il était clair que Lisa n'avait aucune vraie défense pour ce qu'elle avait fait. Elle avait pris une série de décisions terribles qui avaient mené à des crimes fédéraux, et maintenant, elle voulait que je fasse disparaître tout cela d'une manière ou d'une autre. Mais je ne pouvais pas faire disparaître les charges fédérales, je ne pouvais pas annuler la fraude, les faux documents, le blanchiment d'argent. Lisa avait franchi des lignes qui ne pouvaient être non franchies. « Papa, qu'est-ce qui m'arrive maintenant ?»« C'est au procureur fédéral, mais j'imagine que tu rejoindras Marcus en détention fédérale bientôt. » Elle fut arrêtée le jour suivant. Les charges étaient étendues. Fraude, conspiration, maltraitance des personnes âgées, blanchiment d'argent et dépôt de faux documents.
Le procureur fédéral cherchait une peine de 10 ans. Mais l'affaire était loin d'être terminée. Alors que plus de victimes se manifestaient, l'ampleur du schéma devenait plus claire. Lisa et Marcus avaient volé plus de 12 millions d'euros d'actifs à des victimes âgées dans 3 départements. Je ne récupérais pas juste ma maison, j'aidais à exposer un réseau criminel qui avait détruit des dizaines de vies. Mon premier arrêt fut de rendre visite à Emma dans son petit appartement. Elle avait l'air fragile, vaincue, vieillie au-delà de ses années. « Georges, j'ai tellement honte, dit-elle quand je lui parlais de l'enquête. J'aurais dû mieux savoir. Emma, vous avez fait confiance à quelqu'un qui semblait aider. Il n'y a aucune honte à cela. Mais j'ai tout perdu. 40 ans dans cette maison, et maintenant je suis ici. Elle gesticula autour du petit studio. Je ne peux même pas me payer mes médicaments. C'est alors que je pris une décision qui me surprit même. Emma, quand ceci sera fini, quand je récupérerai ma maison, je veux que vous emménagiez avec moi. La chambre d'amis reste juste vide et je pourrai utiliser la compagnie. Ses yeux se remplirent de larmes. Georges, je ne pourrai pas m'imposer. Vous ne vous imposeriez pas, vous m'aideriez à tenir tête aux gens qui nous ont blessés tous les deux. 3 jours plus tard, la police judiciaire fit une descente dans l'appartement de Marcus. Ils trouvèrent des preuves de multiples schémas de fraude, des paraphernalias de drogue et des dossiers détaillés de leur opération de maltraitance des personnes âgées. Marcus fut arrêté sur des charges fédérales de fraude électronique, blanchiment d'argent et conspiration. Lisa essaya de fuir. Elle arriva jusqu'à l'aéroport avant que les marshals fédéraux l'arrêtent à la porte en essayant d'embarquer sur un vol pour le Mexique avec une valise pleine d'argent. Le procès fut rapide et brutal. Patricia avait construit un dossier étanche avec l'aide de la police judiciaire. 8 victimes âgées témoignèrent sur comment Lisa et Marcus avaient volé leur maison, leurs économies, leur dignité. Les preuves étaient accablantes. Marcus reçut 15 ans de prison fédérale. Lisa reçut 12 ans plus restitution à toutes les victimes. Mais la meilleure partie n'était pas les peines de prison, la meilleure partie fut l'audience de confiscation d'actifs où tout ce qu'ils avaient volé fut rendu à ses propriétaires légitimes. J'ai récupéré ma maison, Emma a récupéré sa maison, 6 autres victimes âgées ont récupéré leur propriété. L'appartement de Marseille a été vendu et les recettes ont été distribuées parmi les victimes comme compensation supplémentaire. Quand je rentrais dans ma maison pour la première fois depuis 3 mois, je ressentis quelque chose que je n'avais pas expérimenté depuis la mort de ma femme. Je me sentais chez moi. Emma emménagea dans la chambre d'amis une semaine plus tard. La voir là ramena la vie dans la maison de façon que je n'avais pas attendue. Elle cuisinait des repas que j'appréciais vraiment au lieu de dîner surgelé. Elle s'occupait du jardin que ma femme aimait. Elle offrait de la compagnie sans jugement ou agenda caché. Mais plus important, elle m'a aidé à comprendre quelque chose de crucial sur la confiance et la famille. « Vous savez, quelle est la différence entre nous et eux ?» demanda Emma un soir alors que nous étions assis sur le porche, regardant le coucher de soleil. « Quoi ?» Nous savons que la maison ne concerne pas l'argent ou les valeurs immobilières. Elle concerne les personnes qui vous aiment et veulent prendre soin de vous. Elle avait raison. Lisa avait vu ma maison comme un actif à liquider. Emma la voyait comme un endroit où nous pourrions prendre soin l'un de l'autre dans nos années glorieuses. 6 mois plus tard, j'étais dans mon salon en train de lire le journal, quand la sonnette retentit. J'ouvris pour trouver Lisa debout sur mon porche, ayant l'air mince et fatiguée. Elle avait été libérée en liberté conditionnelle après avoir purgé 8 ans de sa peine. « Bonjour papa. » Je regardais cette étrangère qui partageait mon ADN, mais pas mes valeurs. « Lisa, je sais que tu ne veux probablement pas me voir, mais j'avais besoin de te dire quelque chose. »« Quoi ?»« Je suis désolé. Pour tout. Je sais que cela ne répare rien, mais j'avais besoin que tu le saches. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de sincérité. Ce que je vis était quelqu'un qui avait été brisé par la prison, par les conséquences, par la réalité de ce qu'elle avait fait. Es-tu désolé de l'avoir fait ou désolé d'avoir été prise ? Je suis désolé de t'avoir blessé. Je suis désolé d'avoir blessé tous ces gens. Je suis désolé d'être devenu quelqu'un que tu ne pouvais pas reconnaître. Que veux-tu, Lisa ? Rien. Je voulais juste m'excuser et te dire que je comprends si tu ne veux plus jamais me voir. Je me tenais dans ma porte, regardant ma fille.
pesant 40 ans d'amour contre 8 ans de trahison. Finalement, je pris ma décision. « As-tu mangé aujourd'hui ?» Elle avait l'air surprise. « Quoi ? As-tu mangé ? Tu as l'air de ne pas avoir eu un repas décent depuis des semaines. » Non, pas vraiment. Emma fait du bœuf bourguignon ce soir. Il y en a assez pour 3. Les yeux de Lisa se remplirent de larmes. « Papa, tu n'as pas à... » « Je sais que je n'ai pas à... Je veux. Mais il y a des conditions. » « N'importe quoi. Tu deviens propre ? Vraiment propre. Pas juste éviter les drogues pendant que tu es en prison. Tu obtiens un emploi légitime, tu reconstruis ta vie de la bonne façon. Et tu ne me demandes jamais, jamais d'argent ou n'essaies de t'impliquer dans mes affaires financières. Je comprends. Et tu t'excuses auprès de Emma, face à face. Elle a perdu sa maison à cause de toi, et elle mérite d'entendre que tu prends la responsabilité pour cela. Bien sûr, je m'écartais pour la laisser entrer. Pas parce que je lui faisais confiance, la confiance devrait être regagnée lentement, soigneusement, avec le temps, mais parce que le pardon ne concernait pas oublier le passé, il concernait choisir de construire un futur différent. Emma était dans la cuisine quand nous entrâmes. Elle leva les yeux, vit Lisa, et son expression se durcit. « Emma, Lisa a quelque chose qu'elle doit vous dire. » Lisa prit une profonde respiration. « Madame Rodriguez, je suis tellement désolé pour ce que je vous ai fait. J'ai volé votre maison, votre sécurité, votre tranquillité d'esprit. Il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai fait, et je sais que « désolé » n'est pas assez. Mais j'avais besoin que vous sachiez que je prends la pleine responsabilité pour la douleur que je vous ai causée. » Emma étudia Lisa pendant un long moment, puis elle hotta la tête. « Excuse acceptée. Maintenant, lavez vos mains et aidez-moi à mettre la table. Le dîner est presque prêt. » C'était Emma, pratique, pardonnante, concentrée sur aller de l'avant plutôt que de s'attarder sur le passé. Alors que nous étions assis autour de la table de dîner, 3 personnes qui avaient été brisées par la grédisse et rassemblées par la grâce, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ma vraie famille n'était pas définie par le sang ou l'ADN. Elle était définie par les personnes qui choisissaient de prendre soin les unes des autres sans attendre rien en retour. Lisa devrait prouver qu'elle méritait cette définition. Elle devrait regagner sa place dans la famille qu'elle avait trahie. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais l'espoir qu'elle pourrait réellement réussir. Parce que la meilleure vengeance n'est pas de détruire les gens qui vous ont fait du mal, la meilleure vengeance est de construire une vie si bonne que leur trahison devient sans importance. Ma maison valait 2 millions d'euros sur papier, mais assise autour de cette table de dîner avec des gens qui se souciaient vraiment les uns des autres, elle se sentait inestimable. Certaines maisons sont construites avec du bois et de briques, d'autres sont construites avec de l'amour et des secondes chances. La mienne était les deux. Parfois, la famille qui compte le plus n'est pas celle dans laquelle vous êtes né, c'est celle que vous choisissez de construire. La vraie richesse ne se mesure pas en valeur immobilière, mais dans les gens qui veulent partager votre maison sans essayer de la voler. Georges n'a pas seulement récupéré sa maison, il a découvert ce que « maison » veut vraiment dire.